Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour mon très cher ami Laurent Roland Tonenquez, bonjour à tous les amis qui nous suivent depuis leur position. Ravi de vous retrouver ce matin. Oui, plaisir partagé. Bonjour Laurent Roland Tonenquez. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM, bonjour. Nous allons commencer par remercier tous les téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous hier et qui, pour des raisons indépendantes de nos volontés, nous n'avons pas pu faire cette émission hier. Alors, je vous avais donné rendez-vous sur nos plateformes numériques. Nous voilà ici au plateau pour vous servir de belles analyses ce matin. Premier sujet à débattre, Roland Laurent Tonenquez, on parle de quoi? On parle de tout. Comment de tout? C'est pas, hein? C'est vous qui choisissez. C'est parce que c'est vous qui êtes à la commande. Donc, Là, on commence par l'ANIP ou on commence par l'actualité phare. On peut parler d'agriculture aussi aujourd'hui, mais pour une fois, laisser la politique aux politiques. Non, parce que, on ne peut pas laisser la politique ce matin. Parlons d'agriculture, parlons. Avec la décision de la Cour constitutionnelle, là? Non, mais on n'est pas tenu de parler de ça. On en parle forcément et je suis sûre que bon nombre de téléspectateurs n'attendent que ça. Alors, nous allons démarrer avec ce tout premier sujet. Il s'agira de la décision de la Cour constitutionnelle présidentielle de 2026. La Cour valide la liste provisoire de la Sénat. Marc Goudjanou, quelle lecture faites-vous de cette décision de la Cour constitutionnelle? Déjà, la Sénat, la Cour constitutionnelle est dans son rôle. Elle ne fait que répondre à ses prérogatives pour pouvoir voir si tous les dossiers qui ont été déposés respectent quand même les conditions qu'il faut. Lorsqu'on prend au niveau du parrainage, par exemple, le nombre qu'il faut respecter par parti politique, au niveau de tout ce qui est formalité administrative, si les conditions ont été respectées de part et d'autre par la Sénat, et donc la Cour, s'appuyant sur ces éléments, peut déjà rendre conforme cette liste provisoire d'abord des candidats à l'élection présidentielle. Et donc ça n'a rien de spécial, ça n'a rien de particulier pour moi, parce que c'est comme ça se passe. Alors, toutes les autres considérations qui peuvent être faites derrière sont que des considérations d'ordre politique, dépendant justement, quelle lecture politique, en fait, vous alors? Oui, c'est pourquoi je dis les lectures dépendront du côté où chacun se trouve, compte tenu de leur appartenance politique. Ailleurs, vous irez vers le duo de candidature de la mouvance présidentielle. Tout s'est bien déroulé pour eux, ils n'ont pas eu de problème juridique ni de problème administratif avec la Sénat, et donc c'est d'autant plus normal que la Cour constitutionnelle puisse quand même valider leur duo de candidats. Et c'est pareil également pour la FCBE qui a pu réunir quand même la totalité des parrains dont ils avaient besoin et qui a pu remplir également toutes les formalités administratives rentrant dans le cadre du dépôt des dossiers. Et lorsque l'on en vient au parti, malheureusement au parti des démocrates, qui avait eu un problème que moi je juge d'abord d'un problème d'ordre interne lié au parti, parce que si un Sodinou n'était pas parti avec le parrainage, ça n'aurait pas donné lieu à toutes les contestations et à tous les recours qui ont été lancés de part et d'autre au niveau de toutes les institutions judiciaires qui existent. Et donc, le mal est parti d'un niveau donné, et donc il faut situer les responsabilités, parce que généralement chez nous, en fond, on dit ce n'est pas là où tu es tombé que tu regardes, mais c'est là où tu as trébuché que tu regardes. Donc, pris ce proverbe, il faut que le Parti des démocrates puisse se regarder dans le miroir pour voir à quel niveau nous, on a failli de notre côté, quel a été le talon d'Achille à notre niveau. Bien sûr que cela était déjà pressenti depuis fort longtemps par nos analystes politiques. On avait déjà dit que c'est un jeu électoral, c'est de la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et donc, même si dans cette élection, qui est une élection présidentielle, on aurait souhaité avoir une élection assez démocratique, où le jeu démocratique
puisse bien s'exercer à travers deux grands ensembles. Lorsque je parle de deux grands ensembles, je veux parler des partis de la mouvance présidentielle et de l'autre côté, les partis que l'on estime réellement représenter l'opposition. Et lorsque vous prenez également la population lambda et que vous allez dans les coins les plus reculés du Bénin, vous verrez même, lorsque vous allez même dans les hameaux, dans les maisons, vous allez forcément voir quelqu'un qui soutient peut-être les partis de la mouvance présidentielle, vous verrez un autre qui soutient le parti de l'opposition. Et dans ce contexte, ça amène souvent des débats qui sont très vifs au niveau même, à partir même de nos maisons, pour pouvoir rejaillir sur la vie des partis politiques et des militants également à la base. Et donc, on attendait forcément à ce qu'on assiste à cette fièvre électorale qui va opposer ces deux grands partis, ou bien ces deux grands courants de la classe politique béninoise, mais malheureusement, avec les événements successifs qu'on a eus jusqu'à ce jour, on se voit que malheureusement le parti se réclamant, ou bien le vrai parti d'opposition qui est au Bénin, ne pourra pas participer jusqu'à l'instant où on parle aux élections présidentielles. Et c'est quand même malheureux pour non seulement le parti, mais également pour tous ceux qui soutiennent le parti, pour tous les militants du parti et pour tous ceux qui avaient quand même espéré à donner leur vote pour ce parti-là lors des élections. L'autre côté est que un camp se sentirait quand même heureux parce que n'ayant pas vraiment un vrai challenger pour ces élections, parce qu'un vrai challenger, lorsqu'on prend les partis de la mouvance présidentielle, ne peuvent que se retrouver, les vrais challengers ne peuvent que se retrouver du parti de l'opposition. Lorsque vous prenez un parti comme la FCBE qui n'est... Un parti centriste aujourd'hui. Voilà, bon, que certains jugent comme centriste, dépendant de leur opinion, mais moi, en tant qu'analyste politique, je ne le vois pas en tant que parti centriste. Ça, c'est mon opinion. Je le vois déjà depuis lors, et je l'ai toujours dit, d'un parti qui fait partie de la mouvance présidentielle, du moment où toutes les actions que ce parti a fait, toutes les déclarations que ce parti a fait, n'est jamais allé dans l'intention de pouvoir bouleverser ou changer les comportements au niveau de la gouvernance du Bénin. Et donc, malheureusement, même vers l'approche des élections présidentielles, on a pu assister à un accord de gouvernance entre ce parti-là et les partis de la mouvance présidentielle, accord de gouvernance, accord parlementaire. Et donc, du coup, cela dénote du fait que ce parti ne relève plus du tout de l'opposition. Et la plupart des citoyens sont d'accord et unanimes sur la question. Tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver une légitimité à ce parti vis-à-vis des enjeux électoraux, c'est-à-dire des présidentielles de 2026, parce qu'il va falloir quand même justifier à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement il y a élection et il y a effectivement des camps qui s'opposent. Alors qu'on sait dans le fond du sujet que des camps ne s'opposent pas, on n'assistera pas forcément, si les démocrates sont totalement écartés du jeu, on n'assistera pas forcément à une élection qui sera représentative quand même de l'électorat béninois, des citoyens béninois, où chaque citoyen pourra dire que lors de ces élections, je me retrouve de tel côté, je pourrais aller exprimer, d'accord, librement mon vote. Et malheureusement, vous allez assister à un taux de participation qui serait malheureusement trop faible, et ce ne sera pas une première au Bénin. Et donc, tout le monde nous regarde, tout le monde observe de près l'actualité politique. Nous allons en revenir, Marc Goudjanou, Roland Laurent Tonéikès. La même question pour vous. Quelle lecture politique faites-vous de cette décision de l'accord constitutionnel? Est-ce qu'il y a de lecture qui vaille encore dans cette affaire? Il n'y a pas de lecture à faire. Il faut comprendre que nous irons aux élections, à l'élection présidentielle sans le parti Les Démocrates. C'est consommé malheureusement. Et le parti, en tout cas les partis au pouvoir vont présenter leurs candidats face à Paul Rompé qui pour autant va se débattre comme un beau diable dans de l'eau bénite, évidemment, mais ça ne lui apportera rien malheureusement. Et donc oui, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tapis rouge pour Robert Wadaï pour qu'il devienne président de la République du Bénin dès avril 2026. Donc, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de lecture. C'est-à-dire que oui, évidemment, la lecture aurait été, on pourrait faire une bonne lecture si tous les camps pouvaient aller aux élections et qu'on pourrait maintenant apprécier les forces et les faiblesses de chaque équipe, chaque candidat, dieu de candidature. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé, je crois que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Je commence par Michel Soudine qui a été, si vous voulez,
le bras opérationnel de toute cette scène malheureuse ou honteuse que nous avons connue, et qui certainement doit avoir d'autres télécommandes derrière. Je ne saurais affirmer ou bien dire donner le nom de quelqu'un, mais pas quand on regarde un peu ce qui se passe et on se pose des questions. Première chose, je me dis, écoutez, aujourd'hui, pour une question d'ordre interne à une formation politique, on en arrive à confisquer, en tout cas, oui, c'est vrai, c'est son parrainage, mais à confisquer son parrainage au point d'empêcher son parti d'aller aux élections, c'est déjà un problème. Ce n'est pas un comportement à encourager. Je l'ai dit, ceux qui applaudissent ça, applaudissent les comptes valeurs dans une société. Puisque quand vous êtes en famille, au-delà de tout, parfois, il y a des décisions. Je ne pense pas que Michel Soudinou, dans toute sa famille, entre sa famille biologique, son père et sa mère, toutes les décisions qui ont été prises par son père ou sa mère ont été des décisions qui l'arrangeaient. Et pourtant, à un moment donné, il était tenu de suivre la dynamique du groupe, en réalité la décision de la famille. Et donc, c'est un peu le modèle en politique. Vous êtes dans une famille, 27 peut-être se sont alignés, vous êtes le seul à vous opposer. Après ça, il y a les commanditaires qui sont derrière et qui jouent à un jeu dangereux hypocrite en politique. On les connaît, on les noms. Je crois que l'histoire retient déjà leur nom et puis après, tôt ou tard, les langues vont se délier. Pour le moment, personne ne peut oser écrire sur cette affaire pour relater véritablement ce qui s'est passé et ça part de ce qu'il en sait de la vérité, la vraie version. Donc, mais écoutez, tôt ou tard, vous aurez, quelqu'un sortira un livre pour vous expliquer, tout comme on connaît un peu ce qui s'est passé avec Corentin Korkou et Irina Gossa en 2021. Donc, il y a ce fait-là. Mais en même temps aussi, je pense aussi que le parti a sa responsabilité. Le parti a sa responsabilité en ce sens que moi, je ne ferai pas la politique en Boni-Aï ou bien comme d'autres acteurs. Peut-être que je ferai la politique autrement et plus dure que peut-être Patrice Talon. Parce que dans ce cas de 28 parrainages, je suis sûr que si c'était Boni-Aï, Patrice Talon qui était dans l'opposition, il n'allait pas fonctionner de la même manière que Boni-Aï. Vous auriez dû peut-être constater qu'il a déjà chambré les 28 députés, peut-être dans un hôtel au Ghana ou au Nigeria quelque part, où ils sont bien. On leur donne tout, ils ont tout à la disposition et ils s'arrangent pour aller voir un notaire, pour avoir un acte notarié de ce que chaque député a signé un engagement. Je parie que si c'était lui, il n'allait jamais faire tel que Boni-Aï a fait à un moment donné. Ça, c'est un autre aspect. Donc, à un moment donné, je pense... Il aurait anticipé, vous voulez dire? Oui, non, mais attention. Et je pense, et c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, le parti aussi a failli. Parce que, j'ai rappelé la semaine dernière ici que dès le 2 septembre, quand ils sont allés en bus prendre leur parrainage, leur fiche de parrainage, il y a un député qui voulait sortir de la Sénat. Et quand on l'a interpellé, la réponse était « je vais m'assurer que je suis aligné. Je suis positionné tête de livre, je sais quoi, avant de donner mon parrainage. » Non, mais on a tous donné l'assurance que tout le monde soit repositionné, tout ça. Mais après ça, il y a eu des bruits de couloir. Alors quand vous apprenez ça, les quelques personnes qui ne commencent pas à faire ça en réalité, vous trouvez les voies et moyens pour les calmer. Donc là aussi, le parti a failli. Je continue en disant, dans la communication aussi, le parti a failli. Vous savez, vous ne pouvez pas vouloir prendre le pouvoir de la main de Patrice Talon et avoir un ton arrogant chaque fois. Ah non, attention. Ils ne peuvent pas être d'accord avec moi. Mais quand on regarde un peu, excusez, vous voulez avoir le pouvoir chez Patrice Talon. Et tous les jours, il y a quelqu'un qui communique pour le parti, qui met « nous avons vaincu ». Vous le révoltez suffisamment. Parce qu'en le disant, chaque fois, il se dit « ah bon, vous avez vaincu? Ok, on verra. On va vaincre. Vous avez vaincu? Non, on verra. » Je ne dis pas qu'il est commanditaire de ce qui se passe, mais... Finalement, ils ont été vaincus. Mais finalement, ceux qui disent « nous avons vaincu » ont été vaincus. Donc, il y a une chronologie dans les faits qui montre la responsabilité du parti, même si, premièrement, on doit s'en prendre à Michel Soudinou, qui a été... Parce que, comme j'ai pu voir mon cher Marc l'écrit, dès lors que le mur n'a pas de fissure, il n'y a pas de lézard. Donc, à un moment donné, il lui fallu que quelqu'un soit le bras opérationnel pour aller fissurer le mur pour que le lézard puisse passer. Donc, il y a ça. Mais à un moment donné, dans la chronologie des faits, je pense que la responsabilité est partagée. Et je m'amuse toujours à dire que nous allons gagner, nous allons les chasser du pouvoir face à quelqu'un qui
en réalité, ne se laisse pas faire. Parfois, il faut garder cette stratégie pour soi-même. Il faut faire attention. Maintenant, aujourd'hui, les institutions de la République, j'en parle, évidemment. Parce que j'ai parlé des politiques, j'ai parlé des intervenants. On a vu comment est-ce que les institutions de la République ont fonctionné dans ce dossier. Ça donne à réfléchir, à bien des égards. Quand je prends la décision du juge des référés, déjà, qui, en toute urgence, a vidé ce dossier, quand je vois la Sénat qui devrait attendre 8 jours avant l'exécution de cette décision du juge des référés, qui déjà au petit matin du lendemain, on arrive à dire valider la fiche de parrainage, alors qu'en réalité, dans ce cas de figure, on peut bien sûr, dans les 8 jours, être en train de discuter avec Michel Soldinou au point de l'amener à se rétracter pour dire, bon, écoutez, bon, j'étais pas d'accord, mais là, la décision est allée très vite, en ne tenant pas compte du délai dans lequel il faut exécuter cette décision. Mais après ça, quand on regarde un peu les choses qui se sont passées à la situation, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle est devenue, c'est vrai que on a condamné la Cour constitutionnelle sous Joseph Debono, qui tout le temps déclarait tout conforme à la Constitution et passait, mais cette Cour est réputée être la Cour incompétente, malheureusement. C'est-à-dire cette Cour, quand la décision doit être une décision en polémique, et comme on ne veut pas donner raison à X ou dire que tel et Y a tort, on se met au milieu, on se déclare incompétente. Alors si la Cour, qui est le dernier recours, dont les décisions sont sans recours, se déclare chaque fois incompétente dans des décisions qui engagent la vie de notre pays, qui engagent l'avenir de notre pays, si cette Cour chaque fois doit prendre des décisions pour dire qu'elle est incompétente, soit dire, en fait c'est deux variables, soit c'est la Cour de l'incompétence ou de la Cour de l'irrecevabilité, malheureusement. Soit on vous déclare clairement que vous êtes irrecevable votre recours, ou alors la Cour se déclare incompétente. Il y a un problème. Justement, vous voulez dire que la Cour constitutionnelle pourrait ou devait être perçue dans tout ceci comme impartiale dans le contexte politique actuel? Que la Cour soit impartiale ou partiale, je ne vais pas vous dire oui, elle est partiale ou impartiale, mais je me table sur les décisions rendues sur la Cour pour dire une Cour qui est dernier recours en réalité ne saurait se déclarer chaque fois incompétente dans des décisions qui engagent. Soit la Cour, ça est-ce une manière de prendre parti? Je repose la question autrement. Je ne sais pas, Carole Lahaye. Ne me faites pas dire ce que je vais dire, après ils vont dire c'est moi qui ai dit. Je dis, la Cour qui se déclare incompétente alors qu'elle est dernier recours nous pose un problème. Elle peut ne pas être en train de prendre une position. Ça peut être une lecture que la Cour fait, mais je pense que la Cour doit pouvoir à un moment donné quand même si c'est dans leur prérogative de se déclarer incompétente ou de déclarer le recours irrecevable, je pense que la Cour doit à un moment donné prendre, en tout cas avoir le courage, ou les sages de la Cour doivent avoir à un moment donné le courage de s'aligner pour dire, nous là, nous ne sommes pas d'accord pour ça et nous assumons. En fait, cette décision d'irrecevabilité ou d'incompétence de la Cour me paraît comme une fuite en avant. En réalité. Et c'est pour ça que je dis, je ne saurais dire si elle est partielle ou impartielle, si elle penche du côté d'un camp ou d'un autre. C'est-à-dire que les juges ne parleront pas, ils sont astreints à l'obligation de réserve. Donc, en son temps, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, et chacun, dans 20 ans, peut-être chacun d'eux, s'ils sont encore en vie, longue vie à eux d'ailleurs, ils vont donner leur part de responsabilité. Mais je pense pour finir que, franchement, le feuilleton que nous avons connu là, donne à réfléchir. Malheureusement, les partis démocrates, et je l'ai dit, je lisais tout à l'heure, comment vous appelez, le code électoral, et je voulais me référer, mais je reviens là-dessus. Mais je finis en disant ceci. Allez réécouter, parce que quand on a dit, Boniaï a été reçu par Patrice Talon, et qu'ils ont discuté, j'ai pu voir certains médias écrits qu'il y a deux positions sur la table, soit ils changent de duo, ou soit ils vont faire accord de gouvernance. Allez réécouter le discours, ou aller relire le discours de Patrice Talon devant le Parlement en 2024, son dernier discours en 2024, devant le Parlement. Lisez les 3 derniers paragraphes. Je vais revenir sur ça, je vais vous dire ça, pour vous dire que, en réalité, ceux qui avaient un espoir vain. Marc Goudianou, la même question pour vous. Tout ce qui s'est passé, que peut-on dire de la position de la Cour qui se déclare à chaque fois incompétente face aux décisions? Est-ce une manière de prendre parti?
Oui, bon, d'abord, on quitte la question qui est en vue, c'est-à-dire la question d'actualité où la Cour a validé la liste provisoire de la Sénat, qui relève de ses prérogatives et qui ne s'ouvre, en tout cas, d'aucun problème, ou d'aucune, en tout cas, interprétation, en tout cas, partisane. Mais lorsque j'en viens à votre question, cette question, ça rejaillit également sur l'ensemble de l'opinion publique, l'ensemble des citoyens. Lorsque vous pouvez prendre votre micro et que vous allez circuler de façon librement, sans pour autant donner un angle précis, d'accord, à vos interviews, en donnant librement la parole à les citoyens béninois, de leur demander est-ce qu'ils ont confiance en leurs institutions. Beaucoup vous diront non, qu'ils n'ont plus confiance en leurs institutions. Et malheureusement, surtout les institutions qui sont chargées de organiser aujourd'hui les élections. Et donc, ça pose un problème parce que déjà, lorsque le citoyen ne se sent pas concerné par la fièvre électorale, sans que son parti ne pourra pas participer aux élections, si déjà, à la base, on a pu mettre en place un code électoral, d'accord, qui, de visu, essaie d'exclure déjà un parti en lui accordant uniquement le parrainage juste, ce qu'il faut pour pouvoir vivre, d'accord. Et c'est cela, en réalité, le vrai début du problème du Parti des démocrates. Puisque dans l'attribution, on dit les 15%, et donc ça vous donne à droit à 28 députés, et vous avez uniquement besoin de ces 28 députés pour aller aux élections présidentielles. Alors que vous savez déjà que lors des élections législatives passées, vous n'avez eu que 28 députés. Donc c'est comme si la loi était taillée sur mesure. Et c'est cela qui met en réalité un doute également sur les institutions. De part et d'autre, à partir des différentes décisions qui ont eu lieu lors de toute cette période préélectorale, par exemple, pour le dépôt des dossiers, vous demandez aux citoyens, ils vous diront, d'accord, en tout cas pour ceux qui ne sont pas du côté de la mouvance présidentielle, qui sentent déjà que leur duo de candidature est validé et que tout le tapis rouge est déroulé pour que leur duo de candidats puisse s'installer au niveau de la magistrature suprême, ils vous diront qu'ils n'ont pas confiance en les institutions. Ce qui fait que, malheureusement, j'ai pu faire une chronique sur la vie des institutions au Bénin et l'analyse pertinente en ce qui concerne ce que doivent représenter les institutions en charge, surtout d'organiser les élections, mais je n'ai pas pu publier. Et vous me direz pourquoi je n'ai pas publié. Parce que j'ai une famille, d'accord? Après le boulot, j'ai une vie après. J'ai des gens qui comptent sur moi. J'ai ma femme qui compte sur moi, j'ai mes enfants qui comptent sur moi. Et je me dis, quand j'ai fini cette chronique sur les institutions du Bénin, j'ai proposé à quelques-uns de pouvoir lire, d'apprécier. J'ai un jeune frère qui est juriste, je lui ai dit de lire, d'apprécier. Quand j'étais à Abomey le week-end, il me dit, grand frère, si vous publiez ça, je suis sûr que la semaine qui va suivre, vous aurez une convocation. C'est ce qu'il m'a dit. Et il dit, mais ce que vous avez dit, ça a de la pertinence et ça reflète en réalité les institutions aujourd'hui au Bénin, mais tout le monde ne peut pas s'accorder sur le même violon. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a mal donne. Il y a mal donne déjà dans le vote de la loi qui doit permettre quand même aux candidats de pouvoir aller aux élections, où on sent déjà une exclusion qui est préméditée. Et aujourd'hui, on voit la réalisation de cette exclusion, même si ça vient du parti même, les démocrates, mais on voit que tout était déjà préparé à l'avance. Et il suffisait juste, si ce n'était pas ce côté de Sodino qui décidait de ne pas remettre son parrainage, on trouvera également, peut-être sûrement, un autre élément pour pouvoir quand même les empêcher de part et d'autre, peut-être de pouvoir aller aux élections. Et donc, cela ne montre pas en réalité la pluralité au niveau des opinions des uns et des autres. Aujourd'hui, hier, si on avait eu des institutions de cette taille, si on avait eu une gouvernance de cette taille qui avait quand même, à travers certaines lois, empêché quelques-uns de pouvoir se représenter, le chef de l'État ne serait jamais président, il ne pourrait pas avoir la magistrature suprême. Mais ce n'est que les tests qui ont été respectés. C'est pourquoi je dis qu'il faut les tests en réalité. C'est pourquoi on parle des institutions. Tant que les tests sont taillés sur mesure,
ça veut dire qu'il y a un problème déjà au niveau des institutions. Les tests ne doivent pas être taillés sur mesure. Les tests doivent être faits pour pouvoir avantager la majorité du peuple. D'accord? Et non brimer quelques-uns. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la plupart ou des millions de Béninois peut-être qui s'estiment du Parti Les Démocrates, qui s'estiment du camp de l'opposition aujourd'hui, ne peuvent pas aller aux urnes exprimer leur volonté pour une élection qui est présidentielle et qui est capitale pour l'avenir d'un pays. Aujourd'hui, avec les partis que vous voyez qui iront aux élections présidentielles, vous espérez avoir une gouvernance après, d'accord, talon, une gouvernance qui serait assez crédible, où on pourrait quand même mieux combattre ou bien mieux critiquer tous les programmes qui seront mis en place, le déroulement du programme d'action, pour pouvoir voir au fond déjà même qu'aujourd'hui, on critique un certain aspect, par exemple, du programme de développement qui a été mis en place par le chef de l'État, parce qu'il y a des zones obscures où on n'arrive pas quand même à comprendre un certain nombre de choses liées aux finances, liées aux investissements, liées à la transparence de tout ce qu'on est en train de réaliser. Et donc, c'est d'autant plus normal que l'après-talon, dans cette continuité, on pourrait assister au même problème. Et donc, les citoyens sont également importants dans la vie politique, tant qu'à ce qui puisse leur permettre de pouvoir exprimer leur voix aux côtés de là où ils se sentent. Si ces partis sont écartés, le jeu démocratique n'existe plus. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous assisterons plutôt lors des élections présidentielles à un match de gala qui n'aura pas d'enjeu, et ce qui va amener peut-être à un faible taux de participation des électeurs. Roland Laurent Tonnikes, est-ce que vous pensez que cette validation ou rejet de certaines candidatures traduit les rapports du pouvoir au sein de la classe politique béninoise? Traduit les rapports, j'ai pas compris. Les rapports du pouvoir au sein. Non, j'aurais aimé que vous alliez avec moi dans du thé à terre, quoi, parce que ce matin, je ne comprends pas le gros français. Est-ce que ça traduit les rapports de force, si vous voulez, au sein de la classe politique? Oui, mais ça traduit forcément les rapports de force. Car là, il ne faut pas se leurrer. Bon, c'est parce que je n'ai pas dit rapport de force que vous n'avez pas compris. Allez-y. Non. Allez-y. Non, il y a forcément rapport de force. Écoutez, si ce n'était pas... En fait, le problème évoqué pour dire Renaud Agbodio est candidat, si ce n'est pas Erika, je ne donne pas mon mari. C'est un faux problème. Hein. En réalité, ça aurait été nourri d'une Saka Salé. Un autre député à la manœuvre aurait aussi fait la même chose comme celui de nous. Au fond, il y avait toujours que quelqu'un va jouer le jeu. Ils sont peut-être 3, 4, 5 prêts à jouer le jeu. Dépendant du choix qu'on fera. Oui. Et soit dépend, l'autre va dire, mais je suis proche du temps. Ils se connaissent, ils se connaissent. Comme je l'ai dit, un jour arrivera où le Béninois aura la possibilité de relater réellement les faits. Pas moi, parce que les gens sont bien informés que moi. Donc pour vous dire que non, écoutez, comme ne se leurre pas. Ce que je retiens, c'est que oui, aujourd'hui, c'est un rapport de force. Si vous avez en face une machine redoutable qui ne fait pas le cadeau, c'est à vous de vous préparer. Je ne veux pas forcément condamner le camp de Patrice Talon, mais aujourd'hui, ça leur est profitable. Et j'ai toujours dit, les premières personnes à livrer les informations sur Sodjinou, on sait de quel camp ils sont. La vidéo de Sodjinou qui a balancé ça, on sait. La première déclaration de Sodjinou, le journal qui a publié ça, on sait. Donc, ce qu'on est dans le... Fort heureusement, nous sommes journalistes, donc on lit, puis on fouine un peu, on connaît les sources. Donc, on se connaît. Sauf que c'est assez gênant, et je suis d'accord avec Marc Goudianou. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance des citoyens vis-à-vis des institutions de la République. Mais ça ne pourrait en être autrement, parce que quand vous regardez les constitutions des institutions dont nous parlons, écoutez, elles sont peut-être majoritairement constituées des gens de la mouvance. Donc, est-ce qu'il y a des actes de devoir, de redevabilité de la part de ces institutions? Je n'en sais rien. Comme je l'ai dit, c'est vrai que ces institutions devraient être au sommet, au-dessus de la mêlée. Ces personnalités nommées dans ces institutions sont nommées par un camp politique, mais ils doivent pouvoir comprendre qu'ils sont en mission pour la République. Ont-ils vraiment cerné cet état de choses pour comprendre qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis d'un camp politique et qui sont au service de la nation? Je n'en sais rien. Mais comme je vous l'ai promis, je vais lire les 3 derniers ou bien 4 derniers paragraphes du discours du chef de l'État face aux députés. Et pour dire, en fait, tout ce que Patrice Talon fait, parfois dans son discours, il le prédit.
ou bien il prévient, pardon. Il le dit à l'avance et il vous revient à vous de vous préparer pour le coincer ou bien le dribbler. D'abord, de le comprendre correctement, le sens qu'il donne à ces mots. Il dit, le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible. Peu importe l'opinion, le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Nous avons combattu, nous avons dénoncé ces mots utilisés. Mais je crois que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que le monsieur a prévenu pour dire il n'y aura pas. Lisez le paragraphe qui suit. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Il continue. Et là, c'est là où vous allez comprendre que la rencontre du vendredi où les gens disent qu'il y aura 6 possibilités, que les gens se leurrent. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Il a dit, il a prévenu. Non, c'est pas Yahi Talon qui va faire participer. Même si c'est grave pour un État démocratique, écoutez, un chef d'État. Oui, non, de tout temps. En son temps, j'ai dénoncé. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis plus à l'étape de dénoncer. Je rappelle juste un discours. Et il dit, honorable député, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. Vous imaginez, le dernier paragraphe, je lis ça, au moins le temps a baissé là. Le Bénin, au-dessus de tout, la démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service de notre développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Je vous remercie. C'est le chef de l'État qui a dit ça en dernière fois sur le député. Donc, quand vous regardez ça, et quand vous regardez aujourd'hui, il revenait au Parti des démocrates de se battre, de travailler dur, de trouver les voies et moyens de sécuriser ces parrainages, davantage de convaincre ces parrainages, même si on voit des bruits de couloir, à un moment donné, il fallait trouver les moyens, voies et moyens rapidement de faire taire les éventuelles querelles internes. Donc, aujourd'hui, on peut me dire que oui, c'est Patrice Talon qui a occasionné tout ça, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, j'ai dit tout à l'heure, je suis sûr, comme je l'ai dit, si c'était Patrice Talon, évidemment, aucun député des 28 ne peut oser faire ça. Soit ils sont déjà tous en Allemagne quelque part là, ou attendez, ils sont là-bas, on choisit le candidat ici, et c'est quand on aura fini de débrouiller de ceux qui vont venir. Donc, il y a que quelque part, bon, il y a manqué de quelque chose, ou alors les responsables du parti ont manqué de quelque chose, ou les partenaires politiques du Parti des démocrates, qu'ils soient en prison ou en exil, il y a manqué quelque chose. Et ce quelque chose qui a manqué a permis à un Michel Soudine d'être dans sa mission, et malheureusement, mauvaise mission, mauvaise mission pour... bien accompli. Mauvaise mission pour son parti, et bonne mission peut-être pour ceux qui aujourd'hui, il n'y aura pas, Marc parle de match de gala, je dirais, est-ce que c'est... Non, pour même match de gala, même pour un match de gala, parfois il y a un enjeu. L'enjeu, c'est de mobiliser les ressources pour aller assister les personnes vulnérables parfois. Il y a un enjeu quand même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être... On veut aller... L'enjeu, c'est de mobiliser les ressources pour aider les communicants de... Est-ce que c'est même un match de gala? Je pense que c'est... Bon, on va s'amuser un peu. Après, tu vas dire que c'est moi qui ai gagné. C'est un peu ça. Une dernière question. Oui. Quel impact tout ceci sur les prochaines joutes électorales? Depuis, je remarque, depuis la semaine dernière ou depuis 2 semaines, quand vous finissez de vous poser toutes les questions, vous demandez toujours quel est l'impact. Non, l'impact, c'est que... Parce que c'est la finalité, au fait. Oui, d'abord, première chose, et je précise ça au Parti des démocrates et aux autres partis qui veulent aller aux élections communales législatives, pour dire, faites attention, parce que la loi est claire. Je voulais lire l'article, peut-être qu'on reviendra sur ça. Il y a un article qui dit, dès lors qu'on change un nom, il n'y a pas possibilité de changer. Et le malheureux souvenir de 2019, entre le PRD et le Moël Bénin qui vous souviennent, peut refaire surface pour certaines formations politiques, où on a vu notre confrère Alagbé Joël, qui vous souviennent, était en même temps candidat pour Moël Bénin, candidat pour PRD. Du coup, les 2 listes ont été invalidées. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien clair, dès lors qu'il y a un problème, on ne peut plus changer de nom. Donc la liste sera purement et simplement invalidée. Donc dès lors que le serpent vous a déjà mordu et que vous voyez le ver de terre, vous devez pouvoir faire attention. Nous sommes dans... Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers pour les élections communales. Et le Parti des démocrates ira déposer sa liste aujourd'hui. S'il veut être assez conséquent, c'est qu'ils en ont jusqu'à 0 à 1.
je pense qu'il faut mettre plusieurs équipes à contribution, revoir chaque liste de chaque commune, revoir, pour s'assurer qu'il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas de fiches qui manquent, il n'y a pas de personnes qui soient poursuivies, est-ce qu'il n'y a pas... C'est autant de choses. Et puis, du 8 au 12 novembre, il y aura aussi le dépôt des dossiers pour les législatives. À ce niveau également aussi, il faut faire attention. Parce qu'une erreur là peut leur être aussi suicidaire. Et je crois que, autant donné qu'ils sont toujours dit qu'ils sont une partie du peuple, et qu'au vu d'un certain nombre d'études de terrain, les autres ont la certitude que s'ils vont aux élections avec eux, ça va être un problème pour eux, c'est qu'il leur revient à eux, les démocrates, de faire attention pour constituer des dossiers irréprochables, sans tâche. Et c'est ça qui fera leur force. Ils ont déjà eu le problème pour la présidentielle, malheureusement, ils ne pourront pas participer, mais je crois que les Béninois seront davantage déçus, choqués, que les partis n'aillent pas aux élections communales ou aux élections législatives. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, c'est les élections de proximité. C'est des élections de proximité. Et cela suppose que quoi? Dans Calavi, il y a plusieurs personnes qui sont candidates et dont les intérêts sont en jeu. Vous allez à Parakou, c'est plusieurs personnes. Vous allez à Natizenkou, c'est plusieurs personnes. À Banikoa, plusieurs personnes. Cela veut dire quoi? Ici, c'est une question de parti. Pour la présidentielle, c'est peut-être deux individus. Le titulaire, le colistier, et vous prenez Jude Lodjou et Abodjo, vous prenez Rouanou, Judical et puis Rompé, vous prenez, comme vous appelez, Romeo Wadaï et Mariam Talata, je ne vais pas citer les autres, ceux qui sont venus nous distraire, bref. Donc, ces personnes, en réalité, il y a que parfois les citoyens veulent aller aux élections réellement, mais parfois se disent, mais il y a du grand, il y a du tout grand aussi. Mais ici, dans le cas des communautés législatives, ces élections de proximité, il y a plusieurs intérêts en jeu. Et j'en appelle aussi à une certaine impartialité des institutions de la République, parce que ce qui s'est passé pour les communales, ou la présidentielle, où les gens n'ont pas réagi, se sont tués, peut se passer pour la communale et ça peut engendrer d'autres choses. Il va falloir que nous puissions faire attention que toutes les décisions qui seront prises, que tout qui est pas de certificat de conformité à la dernière minute qui soit brandi, qu'on ne nous parle de faute mineure ou faute majeure après, qu'on fasse l'effort que les gens aillent aux élections dans la paix, de la quiétude et pour le vivre ensemble. Marc Goudianou, très rapidement pour finir avec le sujet. Pour finir rapidement avec le sujet, c'est que j'ai fini sur cette question. Deuxième sujet. Deuxième sujet à débattre sur ce plateau, élection générale de 2026 toujours. L'ANIP lève les obstacles administratifs pour les candidats. Alors, voilà. Le sujet est entendu. Je pense que c'est une bonne initiative de la part de l'ANIP parce que on sait combien de fois parfois les populations peinent à pouvoir avoir les différentes pièces qu'il faut réunir pour pouvoir déposer. Et imaginez un instant que même parmi ces candidats qui iront à ces élections, tous ne sont pas forcément lettrés ou connaissent même comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir les différentes pièces. Ils sont obligés parfois de faire recours à des proches à eux. Aujourd'hui également que l'ANIP met à disposition et un peu partout sur le territoire national les services, leurs services pour pouvoir permettre de pouvoir rapprocher ces différents candidats de leur localité, de leur permettre de pouvoir vite avoir ces fiches et à même laisser un numéro vert. Un numéro vert qui leur permettra de pouvoir appeler pour donner des détails, donner des problèmes qu'ils ont pu constater. Et il est important pour eux également de signaler à quel type d'élection ils veulent aller pour pouvoir voir dans quelle urgence on pourrait quand même accélérer la délivrance de leurs pièces. Sinon, généralement, du moment où les pièces au niveau de l'ANIP ont été dématérialisées, ça pouvait quand même permettre à beaucoup de pouvoir demander les pièces en ligne, de pouvoir demander l'expertise d'un proche qui puisse les aider à pouvoir obtenir ces pièces-là. Ce serait un grand soulagement pour eux, pour qu'à la fin, quelqu'un ne puisse pas dire qu'il a tout fait, il n'a pas pu avoir au niveau de l'ANIP
le document nécessaire, le certificat d'identification personnelle par exemple, ou peut-être l'acte de naissance sécurisé ou toute autre pièce délivrée par l'ANIM, et que ça puisse l'empêcher d'une façon ou d'une autre de pouvoir déposer son dossier. Donc c'est une bonne mesure, c'est une mesure qui va faciliter la tâche quand même à tous ces candidats-là, qui sont nombreux quand même, hein. On parle de plus de 3000 normalement par parti qui doit être déposé. Donc vous imaginez le nombre de partis qui vont déposer, voilà, qui doivent déposer. Donc vous imaginez le nombre de partis qui doivent déposer leur candidature. Ça fait beaucoup de pièces à demander, à délivrer par l'ANIP. Et je pense que même si tous devaient même le faire, j'espère que la base de données de l'ANIP sera assez fluide pour pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir vite obtenir les pièces, parce que beaucoup ne vont pas forcément vouloir totalement se déplacer vers les points de l'ANIP, mais déjà en ligne, qu'on puisse avoir cette facilité. Et que l'octroi de ces pièces ou la délivrance de ces pièces n'empêche pas les citoyens lambda, comme vous et moi, qui n'allons à aucune élection, par exemple, lorsqu'on serait dans des besoins urgents de pièces, au niveau de l'ANIM, qu'on puisse quand même les faire en ligne et qu'on puisse les obtenir assez rapidement également. Parce que lorsqu'on pense aux élus, il faut penser également, ou bien aux candidats, il faut penser également aux autres citoyens qui sont dans le besoin. Roland, Laurent, tu as une question? Oui, c'est une bonne chose que de se mettre au service des citoyens, et notamment ceux qui veulent être candidats pour les différentes élections. Toute institution ou toute structure étatique doit pouvoir, en de pareilles circonstances, revoir son mode de fonctionnement et être au service de ceux qui ont besoin de ces services en urgence. Donc c'est à apprécier, et vivement que tout se passe pour le meilleur des cas pour le candidat, et bonne chance à ceux qui auront réussi à avoir leur pièce. Mais pensez-vous que ce dispositif va vraiment atténuer les différents problèmes ou les différentes difficultés administratives? Non, c'est clair, ça va faciliter une certaine chose, parce que quand vous devez faire une demande de chez vous, ou bien vous devez aller dans un arrondissement faire une demande, et que ça doit être validé directement par la direction et autres, alors qu'il y a des services, il y a un service spécial pour ça. Je crois que ça va contribuer à une sorte de célérité. Donc je pense que ça règle un problème forcément. Alors, ma dernière question, Marc Goudjanou, quel signal politique cela envoie à l'électorat? Non, bon, le signal politique, c'est que tout se déroule dans les règles de l'art pour que chacun puisse d'abord, en tant que candidat, déposer son dossier comme cela se doit et ne puisse pas se targuer sur le fait qu'il n'a pas pu obtenir ses pièces. Et de deux, c'est permettre également à tous les autres citoyens, à tous les électeurs, de pouvoir aller voter pour les candidats le jour des élections. Et donc, on sent déjà qu'à ce niveau, il n'y a pas une exclusion qui est faite. Et donc ça permettra à tous ces électeurs de se sentir intéressés par ces élections-là, ces élections communales, et de pouvoir quand même aller déposer, aller voter pour leurs candidats, même si éventuellement ils sont fâchés par rapport aux élections présidentielles, où peut-être leur duo de candidats n'est pas retenu, parce qu'on aura quand même ces élections-là avant les élections présidentielles. Et donc, on espère que tous les électeurs vont se sentir concernés par cette élection communale et qu'ils vont pouvoir quand même participer massivement. Merci à vous.